La maison hantée de West Hobart. West Hobart est une banlieue proche du centre-ville située en Tasmanie, en Australie. Au fil des années, des dizaines d'allégations de hantises, d'apparitions de fantômes et d'autres activités paranormales ont été rapportées par les touristes et les habitants de West Hobart. Et honnêtement, ce n'est pas difficile à comprendre, car West Hobart est une vieille ville qui dégage une ambiance plutôt inquiétante. Comme c'est souvent le cas, la plupart de ces histoires se sont révélées fausses, ou bien les personnes à l'origine de ces récits ne disposaient pas de preuves suffisantes pour appuyer leurs dires, rendant ces récits presque certainement des canulars. Cependant, il se trouve qu'au moins une de ces histoires contient une part de vérité. À la fin des années 1980 et au milieu des années 1990, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet d'une maison à West Hobart qui aurait été si hantée qu'elle rendait ses habitants fous. Au départ, ces rumeurs ont fait grand bruit dans toute la ville et les habitants faisaient tout pour éviter cette prétendue maison hantée. Ce n'est que plusieurs mois plus tard que les autorités sont intervenues et ont enfin éclairci la situation. Bien qu'il soit vrai que les résidents de la maison semblaient perdre la raison, cela n'avait rien à voir avec une quelconque activité paranormale. En réalité, une vigne de datura avait poussé dans les arbres juste au-dessus de la maison et laissé tomber ses feuilles dans le réservoir d'eau de pluie de la famille. Pendant longtemps, la famille avait involontairement consommé quotidiennement de petites doses de cette plante, ce qui les avait lentement, mais sûrement, conduits à la folie, les plongeant dans un état de délire de plus en plus profond. Au cas où vous n'en auriez jamais entendu parler, le datura est une plante de la famille des Solanacées, également connue sous le nom de herbe du diable ou de trompette du diable. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Bien que cette plante semble inoffensive, elle est réputée pour ses propriétés hallucinogènes extrêmement puissantes. Elle a été utilisée pendant des siècles par les tribus amérindiennes lors de rites de passage et d'autres cérémonies importantes. Les Aztèques, quant à eux, l'utilisaient comme analgésique dans certains rituels, notamment lors de sacrifices humains. Par ailleurs, elle est couramment employée comme ingrédient dans les rituels de zombification dans la religion vaudou haïtienne, où elle est appelée concombre du diable. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, le datura n'est pas un hallucinogène récréatif typique. Il existe une raison pour laquelle il est exclusivement utilisé dans des rituels spirituels intenses ou par des personnes naïves qui ignorent ses dangers. À faibles ou moyennes doses, le datura provoque des expériences délirantes extrêmement angoissantes. À des doses plus élevées, il peut entraîner la paralysie, voire la mort. De nos jours, le datura est reconnu par la plupart des tribus comme une plante hautement toxique et dangereuse, et son usage a logiquement été abandonné. Cropsey. Si vous aviez voyagé dans les années 70 et passé un peu de temps à Staten Island, il ne vous aurait probablement pas fallu longtemps pour entendre parler d'une légende urbaine à propos d'un homme nommé Cropsey. Selon l'histoire, Cropsey était un kidnappeur et un tueur en série qui, après avoir perdu son fils, volait les enfants des autres pour gérer son chagrin. La légende disait également que Cropsey avait un crochet à la place d'une main, des cicatrices, des brûlures et des plaies ouvertes sur son visage et son corps, ainsi qu'une apparence terrifiante en général. Étant donné les vastes zones boisées inhabitées de Staten Island, il n'est pas si surprenant qu'une histoire comme celle de la légende de Cropsey ait fini par entrer dans la culture populaire à un moment donné. Malheureusement, ce n'était pas qu'une simple histoire inventée par les parents de Staten Island pour dissuader leurs enfants de s'aventurer trop loin dans les bois et de se perdre. Bien que la légende comporte des éléments manifestement fictifs, comme la main en crochet et les cicatrices effrayantes, au début des années 70, des enfants de Staten Island ont réellement commencé à disparaître. C'est à ce moment que la frontière entre légende et réalité a commencé à s'estomper. L'histoire du véritable Cropsey a alors remplacé la légende urbaine. Voici la véritable histoire. Henry Rand était un homme originaire de Manhattan, né en 1944, qui a déménagé à Staten Island à la fin des années 60. Après avoir travaillé pendant 2 ans à la tristement célèbre école d'État de Willowbrook pour enfants handicapés, Rand a été arrêté en 1969 et a purgé plus d'1 an de prison pour tentative d'agression sur une fillette de 9 ans. Dès sa libération, 16 mois plus tard, des signalements concernant la disparition de jeunes filles
ont commencé à apparaître dans tout Staten Island, notamment Alice Pereira, une petite fille de 5 ans qui jouait dans le hall de son immeuble lorsqu'elle a soudainement disparu sans laisser de traces. Au cours de la décennie suivante, Rand fut le principal suspect dans les disparitions et les décès de plusieurs jeunes filles de la région. Mais ce n'est qu'en 1983, lorsqu'il a emmené 11 enfants d'un YMCA local pour leur offrir de la nourriture avant de les conduire à l'aéroport, qu'il a finalement été arrêté et condamné à 10 mois de prison. Tout au long des années 70 et 80, des dizaines de jeunes enfants ont disparu à Staten Island. Bien que Rand ait souvent été la dernière personne vue avec eux, il n'y avait jamais assez de preuves pour l'incarcérer pour une longue durée. Pendant de nombreuses années, il était fréquemment aperçu en compagnie de jeunes enfants, se promenant avec eux ou les emmenant déjeuner et dîner dans des restaurants locaux. Après des années d'investigation, la police a finalement obtenu une percée en 1987, lorsqu'ils ont trouvé des preuves irréfutables liant Rand à la disparition et au meurtre de Jennifer Schweiger, une fillette de 12 ans atteinte de trisomie 21. En 1988, il a été condamné à 25 ans de prison à perpétuité. Pendant son incarcération, des preuves supplémentaires l'ont relié à plusieurs autres disparitions à Staten Island dans les années 70 et 80. Malheureusement, il n'a été accusé que d'un seul autre crime majeur en 2004, l'enlèvement de Holly Ann Hughes. Cette condamnation prolongera son incarcération de 13 années supplémentaires jusqu'en 2037. S'il est encore vivant à sa libération, il aura alors 93 ans. Le solitaire du Maine. La vallée de Kennebec est l'une des régions les plus belles du Maine, avec plus de 5000 miles carrés de forêt, de collines ondulantes et de paradis naturels entourant la rivière Kennebec. De nombreux propriétaires de cabanes de la région de North Pond, dans la vallée de Kennebec, ont décrit l'endroit comme étant le plus paisible de la Terre, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant les années 80, 90 et au début des années 2000, plus de 1000 cambriolages ont été signalés dans les cabanes de North Pond. Pendant des décennies, personne ne savait qui était responsable des vols, surtout qu'ils se produisaient toujours lorsqu'il n'y avait personne sur place. Comme les propriétaires de cabanes l'ont vite remarqué, les cambriolages semblaient suivre un certain schéma, se produisant toujours dans les jours précédant le Memorial Day et après le Labor Day. En ce qui concerne les objets volés, il s'agissait de tout, allant de la nourriture aux ustensiles de cuisine, aux livres, aux réservoirs de propane et à des articles de toilette de toutes sortes. En l'absence d'un suspect concret, les habitants ont finalement surnommé le voleur le solitaire de North Pond. Même si, à ce stade, rien ne laissait supposer que les cambriolages étaient l'œuvre d'une seule personne, il n'était pas rare que des groupes de propriétaires de cabanes se rendent dans les bois pour tenter de retrouver le solitaire de North Pond. Cependant, ils ne trouvèrent jamais la moindre trace, ce qui ajouta encore au mystère de la légende. Un après-midi en 2002, 100 personnes assistaient à une réunion des propriétaires de North Pond, et lorsqu'on leur demanda combien d'entre eux avaient été victimes de cambriolage, presque tous levèrent la main. Comme vous pouvez l'imaginer, le solitaire de North Pond devint rapidement une sorte de croque-mitaine, la légende étant souvent racontée autour des feux de camp dans la région. Pendant des années, personne ne pensait que la personne ou les personnes responsables des cambriolages seraient un jour retrouvées. Mais en avril 2013, un homme nommé Christopher Thomas Knight a été arrêté au milieu des bois dans la région de North Pond par un policier qui s'était donné pour mission de faire arrêter le voleur. Dès qu'il fut amené au poste de police, les policiers lui demandèrent pourquoi il ne répondait à aucune de leurs questions. Au début, il semblait qu'il avait des difficultés à parler, mais il répondit finalement qu'il en avait honte. Ce fut ensuite révélé que Christopher vivait seul au milieu des bois, dans une tente en nylon non chauffée, survivant uniquement avec les choses qu'il volait dans les cabanes de North Pond. De manière surprenante, il avait survécu à des températures hivernales de 20 degrés sans avoir vu un médecin ou pris de médicaments pendant 30 ans. Ce qui est le plus incroyable dans l'histoire de ce solitaire, c'est que pendant tout le temps où il vivait dans les bois, il n'avait eu qu'une seule conversation avec un autre être humain, sauf une fois où il croisa un randonneur et se contenta de lui dire bonjour.
Il est compréhensible que Chris ait perdu l'intérêt de suivre le temps, alors lorsqu'on lui demanda depuis combien de temps il vivait seul dans les bois, il répondit « Depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui eut lieu en 1986. » Comme les enquêteurs l'ont découvert plus tard, il avait 20 ans lorsqu'il décida de devenir ermite quelques années après le lycée. Il n'a jamais donné aux autorités une raison concrète de son choix de disparaître. Pendant toutes ces années d'isolement, il a pris des mesures extrêmes pour préserver sa vie privée. Il n'allumait jamais de feu, ne se déplaçait que la nuit et n'avait eu aucune forme de communication avec la société pendant plus de la moitié de sa vie. Il n'avait jamais conduit de voiture, envoyé un email, ni même su ce qu'était Internet avant son arrestation. De manière intéressante, au fur et à mesure que les policiers fouillaient plus profondément dans son histoire, ils réalisèrent que ses seules possessions étaient ses lunettes, qu'il portait depuis 30 ans et qu'on pouvait même voir sur sa photo de promotion de Lawrence High School de 1984. Tout le reste, y compris ses sous-vêtements et sa veste, avait été volé. Après l'enquête, Knight a été condamné à 7 mois de prison, après quoi il disparut à nouveau. Selon les policiers, il vit maintenant une vie tranquille et paisible dans la campagne du Maine. Purple Aki. À la fin des années 1980 et dans les années 90, des rumeurs circulaient dans le nord-ouest de l'Angleterre à propos d'un culturiste massif appelé Purple Aki. Selon les allégations, Purple Aki se promenait dans les rues de Liverpool à la recherche de jeunes hommes musclés et de joueurs de rugby, leur demandant étrangement s'ils pouvaient toucher leurs muscles. Si ces derniers acceptaient, il leur serrait prétendument les muscles bien plus longtemps que ce qui était considéré comme socialement acceptable, puis leur demandait de faire des squats pour pouvoir sentir leurs quadriceps. Certains adolescents ont rapporté que Purple Aki allait même jusqu'à leur demander de poser pour lui et offrait souvent des conseils sur l'exercice physique et la nutrition à ceux qui lui consacrèrent du temps. Étant donné que les rumeurs semblaient incroyablement ridicules, personne ne les prenait vraiment au sérieux au début, et au fil du temps, l'histoire de Purple Aki est devenue une légende urbaine avec des détails fous qui se sont ajoutés progressivement à l'histoire. Parmi ces détails, il y en avait un où Purple Aki aurait prétendument englouti des adolescents tout entiers s'ils lui permettaient de toucher leurs muscles. Mais au fil du temps, il est devenu clair que Purple Aki n'était pas seulement un personnage inventé par des adolescents ennuyés cherchant à faire rire leurs amis, mais une véritable personne nommée Kinwell Arobic. Aki était souvent vu en train de voyager à travers l'Angleterre en train, portant un sac en plastique et demandant à de jeunes hommes s'ils pouvaient toucher leurs muscles. Naturellement, cela mettait beaucoup de gens mal à l'aise, et il n'était pas rare que le visage d'Aki apparaisse dans les journaux locaux après plusieurs rencontres avec la loi. La plupart des accusations à son encontre étaient liées à son comportement bizarre envers des garçons adolescents, mais vers 1986, l'histoire de Purple Aki prit un tournant très sombre. Au début de cette année-là, Gary Keller, un adolescent de 16 ans, rentrait chez lui de l'école lorsqu'il rencontra Purple Aki, qui lui demanda immédiatement s'il pouvait toucher ses muscles. Effrayé par cette demande étrange, Gary refusa et s'enfuit. Plus tard dans l'année, Aki suivit Gary jusqu'à une piscine extérieure locale. Lorsque le jeune homme s'en aperçut, il courut jusqu'à la gare de New Brighton et sauta sur les voies d'eau ferrées pour échapper à Aki. Malheureusement, l'histoire se termina dans la tragédie, car Gary fut accidentellement électrocuté par l'un des rails. Étant donné que toute l'histoire s'était déroulée parce que Gary était poursuivi, Purple Aki fut reconnu coupable d'homicide involontaire, accusé de harceler 14 adolescents différents et condamné à 2 ans et demi de prison. En 1988, Aki déposa un appel et se plaignit que la seule raison pour laquelle il avait été condamné était qu'il était noir. Finalement, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver qu'Aki était directement responsable de la mort de Gary, et croyez-le ou non, il fut libéré et reçut 35 000 livres de compensation. Entre 1988 et 2006, Aki entra et sortit de prison pour avoir échoué à résister à son impulsion de toucher, sentir et mesurer les muscles des autres, et en 2003, il fut arrêté pour 15 autres accusations de harcèlement et d'intimidation de témoins,
pour lesquels il fut condamné à 6 ans de prison. Comme tout autre prédateur, il lui fut également interdit d'attendre à l'extérieur des écoles de la région. Quelques mois plus tard, il fut emprisonné pendant 15 mois pour avoir recommencé ces mêmes manigances. Après sa libération, il fut à nouveau arrêté quelques semaines plus tard, en 2010, puis à nouveau en 2015. Après sa dernière libération, il se serait installé à Leeds, où des rumeurs ont commencé à circuler disant qu'il était décédé pendant la pandémie. Cependant, ces rumeurs ont été dissipées lorsque des vidéos sont apparues en 2023, montrant un homme se promenant dans les rues de Leeds. Devinez quoi? Demandant aux gens s'ils pouvaient toucher leurs muscles. À ce jour, Purple Aki est vivant et en bonne santé et continuera probablement son comportement avec ou sans permission pendant encore de nombreuses années. Le Loyon. Selon une légende urbaine suisse, des gens auraient prétendument rencontré une silhouette mystérieuse ressemblant à un humain dans la forêt de Fribourg, à l'ouest du pays, près de la ville de Mols, depuis le début des années 2000. D'après les dizaines de témoignages qui ont émergé au fil des ans, la silhouette serait d'environ 1,80 mètres de haut et porterait toujours un masque à gaz au style vintage, couvrant tout son visage, une combinaison de travail et un manteau. La plupart des personnes ayant soi-disant croisé cette silhouette ont rapporté qu'elle était complètement inoffensive, mais cela n'a pas rendu les rencontres moins terrifiantes. Il n'était pas rare que des gens signalent la silhouette à la police lorsque leurs enfants disaient se sentir effrayés. Comme on pouvait s'y attendre, les habitants locaux ont rapidement ajouté leur propre twist à l'histoire, certains affirmant que la créature était le fantôme d'un soldat mentalement instable, tandis que d'autres théories populaires soutenaient qu'il s'agissait d'un extraterrestre. Pendant un certain temps, l'histoire a été classée comme une légende urbaine, et la silhouette mystérieuse a été baptisée le Loyon, également connu sous le nom de fantôme ou ermite de Mols. Tout au long des années 2000, le Loyon était principalement l'objet d'une légende orale locale, car il n'y avait aucune preuve réelle de son existence. Mais en 2013, l'histoire a attiré l'attention internationale lorsque le journal suisse et français Le Matin a publié la première photographie du Loyon, envoyée par un randonneur. Après la publication de la photographie, il n'y a pas eu de retour en arrière, car des gens de tout le pays ont commencé à se rendre dans les bois autour de Mols, dans l'espoir d'apercevoir le Loyon. La dernière apparition connue de le Loyon a eu lieu en juin 2013, lorsqu'une femme locale nommée Marianne Desclus a vu la silhouette tenant un bouquet de fleurs, alors qu'elle se promenait dehors. Plus tard, cette année-là, les vêtements du Loyon ont été retrouvés au milieu des bois, avec une note en bois intitulée « Le certificat de décès et testament des fantômes des Molles ». Dans la lettre, le Loyon accusait les médias de l'avoir tué en révélant son existence et en le transformant en un monstre de cirque. La lettre mentionnait également qu'en raison de l'attention indésirable, le Loyon avait dû abandonner ses promenades quotidiennes, qualifiées de thérapie du bonheur dans la lettre. Après la publication de cette note cryptique dans le journal, beaucoup ont conclu que le Loyon s'était donné la mort, bien que cela n'ait jamais été confirmé. En 2024, personne n'a jamais vu le vrai visage du Loyon, et beaucoup ont théorisé que la silhouette était peut-être une femme ayant une défiguration faciale qui ne voulait pas que les gens la voient, ce qui expliquerait pourquoi elle portait le masque à gaz. Mais cette hypothèse restera probablement sans confirmation à jamais. L'homme-lapin. Au début des années 70, des dizaines de résidents ont commencé à signaler la présence d'un homme déguisé en lapin qui hantait les quartiers résidentiels autour de Washington, D.C., du Maryland et du nord de la Virginie. Bien que se déguiser en lapin puisse sembler inoffensif, ce qui rendait les rencontres effrayantes, c'était le fait que cet homme menaçait prétendument des enfants avec une hache et vandalisait fréquemment les propriétés, sans raison apparente. Même si les apparitions de cet homme-lapin étaient rares, elles suivaient un certain schéma. Il apparaissait souvent dans des lieux isolés où il y avait peu de témoins. L'histoire contient de nombreux éléments typiques d'une légende urbaine et semble difficile à croire. Mais mes recherches ont révélé qu'elle est vaguement basée sur une histoire vraie. En 1970, un couple était garé dans une allée près d'un pont sur Colchester Road, dans le comté de Fairfax, lorsqu'un homme est soudainement apparu
leur a crié dessus pour avoir prétendument pénétré sur une propriété privée et a lancé une hachette sur leur voiture. Terrifié, le couple a quitté les lieux immédiatement, sans avoir le temps de bien voir l'homme. Lorsqu'ils ont signalé l'incident à la police, ils ont mentionné que l'homme portait des vêtements clairs et qu'il pouvait avoir un objet blanc sur la tête. Bien que le couple n'ait jamais parlé de lapin dans leur déclaration, dès que l'histoire est apparue dans les journaux, des rumeurs ont commencé à circuler, affirmant que l'agresseur portait des oreilles de lapin. Très vite, des histoires d'un homme en costume de lapin menaçant des enfants dans les bois avec une hache ont émergé à travers toute la région DMV, DC, Maryland, Virginie. Avec le temps, les récits sont devenus plus extravagants et difficiles à croire. Aujourd'hui, la légende de l'homme lapin est devenue très populaire et le pont de Colchester Road a même été rebaptisé Pont de l'homme lapin. Voici la version officielle de la légende. En 1904, il y aurait eu un asile près du pont de Colchester Road. Dès sa construction, de nombreux habitants du comté de Fairfax se seraient plaints de la présence d'un asile rempli de patients atteints de troubles mentaux à proximité de leur maison. Les autorités auraient alors décidé de transférer tous les patients vers une prison voisine en les transportant dans un bus. Cependant, en route vers la prison, le bus s'est écrasé et tous les patients se sont échappés. Quelques heures plus tard, la police aurait retrouvé tous les patients, sauf un, nommé Douglas Griffin. C'est ici que la légende devient étrange. Le patient fugitif se serait caché dans les bois pendant des semaines. Alors que la police poursuivait ses recherches, des cadavres de lapins auraient commencé à apparaître dans les bois, laissant penser que Douglas survivait en mangeant des lapins. Puis, lors d'une nuit d'Halloween, un groupe d'enfants qui traînait près du pont aurait vu une orbe bleue flotter dans les airs. Quelques instants plus tard, ils auraient été retrouvés pendus sous le pont, comme des lapins. Selon la légende, si vous vous rendez au pont de l'homme lapin le soir d'Halloween, à minuit, le même sort vous attend. Bien sûr, rien de tout cela n'est vrai, mais cette histoire montre l'impact qu'a eu la légende de l'homme lapin sur la culture populaire en Virginie, à DC et dans le Maryland. Aujourd'hui, il existe des t-shirts, des films d'horreur, des bières et d'autres produits inspirés par l'homme lapin. La région entourant le pont ferroviaire près de Fairfax est devenue une attraction majeure pour les touristes et les habitants, et le restera probablement encore pendant de nombreuses années.